Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Salut, il est midi, on est sur Canal B pour l'émission 94 degrés à l'ombre, donc l'émission contre les prisons. Aujourd'hui, donc vous pouvez vous présenter l'équipe. Donc moi c'est Oscar. Coucou, moi c'est Orman pour ceux qui me connaissent. Salut tout le monde, moi c'est Elle. Donc je rappelle que vous pouvez nous appeler tous les dimanches matins à partir de 10h30 au 02 99 52 77 66 02 99 52 77 66. Pour celles et ceux qui souhaitent avoir nos contacts, je vous invite à vous munir d'un stylo ou d'un crayon à papier parce que si vous souhaitez nous écrire par lettre, l'adresse de la radio c'est 94 degrés Canal B et c'est au 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Alors je parle derrière un masque, donc j'espère qu'on m'entend bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en studio? Est-ce qu'on m'entend? Je vais répéter, ces 6 cours des Alliés à Rennes. Ça veut dire qu'on m'entend pas très bien. Si, non, je pense que c'est bien. Ok, non, d'accord. non, c'est clair. Mais voilà, faites mes bacs, n'hésitez pas. Le numéro pour nous appeler, à savoir, on est en studio tous les dimanches, donc de 10h à 11h45. Sauf pour moi parce que je suis en retard tous les jours, toutes les semaines. En tout cas, pour nous appeler, c'est le 02 99 52 77 66. 02 99 52 77 66. Donc voilà, je rappelle, on est en studio tous les dimanches de 10h à 11h45 et si vous souhaitez nous laisser des messages ou pas, si c'est pas forcément des trucs qui doivent être diffusés à l'antenne, vous pouvez quand même nous appeler, on est là pour répondre aussi au mieux en tout cas. On t'entend bien dans les retours, donc je pense que nos auditeuristes t'entendent bien aussi. Ok, c'est carré, merci beaucoup. Et du coup, par mail aussi, vous pouvez nous contacter. On a une messagerie cryptée, entre guillemets, même s'il faut toujours faire gaffe à ce que vous pouvez nous envoyer si vous n'avez pas envie d'être surveillé, parce qu'on sait aussi que les messageries cryptées peuvent avoir des défaillances. L'adresse, c'est 94 degrés à l'ombre @protonmail.com. 94 en chiffres, degrés à l'ombre tout attaché sans accent, @protonmail.com. En tout cas, si jamais vous vous demandez comment ça s'écrit, parce que c'est vrai que c'est un peu une galère cette adresse mail, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook où on a tous nos contacts qui sont dessus. Et là, la page Facebook, c'est plus simple, c'est 94 degrés à l'ombre. Voilà. Et puis, donc ça, c'était nos contacts à nous. Et on a ensuite les contacts utiles, des trucs qu'on vous recommande à aller écouter. Ça peut être aussi des infos utiles pour des personnes nouvellement incarcérées ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, utilisez-le comme vous le pouvez, comme vous le souhaitez. Et en gros, premièrement, il y a l'Envolée qui est un collectif anticarcéral parisien et maintenant même pas que, parce que je crois qu'il y en a qui sont partis à Marseille aussi. L'Envolée, c'est un journal, c'est aussi une émission de radio, c'est aussi un collectif anticarcéral. Et en gros, si jamais vous avez envie de recevoir leur revue elle est trimestrielle. C'est une revue qui est faite par et pour des prisonniers et prisonnières. Ou en tout cas des gens qui ont connu la tôle. Et donc c'est une revue qui est gratuite et à destination donc des personnes incarcérées. Donc si vous souhaitez recevoir cette revue gratuitement, vous pouvez alors soit passer par nous, nous envoyer une demande et nous on va essayer de la relayer, soit directement contacter l'Envolée à l'adresse l'envolée-fpp au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris.
au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et puis là, même pour toutes les auditrices de l'émission, des gens qui sont pas forcément non plus des habitués de 94 degrés à l'ombre, des gens qui débarquent là comme ça, si vous débarquez, et petite recommandation pour vous, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le fonctionnement du système carcéral en France, sur ce que c'est aussi l'expérience de la détention, sachez qu'il y a plein d'émissions de radio qui sont disponibles gratuitement, enfin en libre accès sur plein de plateformes de streaming et sur le site de l'Envolée, que je vous invite à aller écouter. Ça traite de tout un tas de sujets qui concernent la tôle, voire même les tôles au pluriel, parce qu'on estime de notre point de vue en tout cas qu'il y a beaucoup de lieux d'enfermement sous contrainte, comme par exemple la psychiatrie et tant d'autres dont on ne parle pas. Bref, vous avez juste à taper l'Envolée sur les plateformes de streaming, vous allez trouver des choses, et vraiment voilà, si je peux vous faire cette recommandation là, n'hésitez pas à y aller. Et puis enfin, ou presque enfin, on a aussi l'OIP, l'Observatoire international des prisons, qui pareil propose gratuitement à l'attention de toutes les prisonniers et toutes les prisonnières le guide du prisonnier, qui est un bouquin d'accès au droit, qui permet aussi d'expliquer comment on peut faire des recours. C'est un gros dico ou une grosse encyclopédie, je sais pas comment on pourrait dire ça, de la vie en détention d'une certaine manière. Je sais pas si toi t'as envie de compléter ça, Norman, si je présente ça bien ou pas. Non, c'est très bien, c'est clair. Ok, et tant mieux. Donc ça c'est fait par l'OIP, et si vous souhaitez leur recevoir le guide du prisonnier gratuitement, vous pouvez leur écrire à l'adresse OIP-SF au 7 bis rue Riquet, 75 019 Paris. Au 7 bis rue Riquet, 75 019 Paris. Et puis, plus localement, à Rennes, on a Brin de Soleil qui propose des maisons d'accueil pour des personnes incarcérées et leurs proches, en tout cas à destination de ces personnes-là. Notamment si vous souhaitez faire un parloir, rendre visite, apporter du linge, ou faire une UVF, c'est une unité de visite familiale, ou si vous assistez à un procès, etc. Brin de Soleil, ça peut être pour vous, ça peut être une petite aide. Il y a notamment la maison Titom et la maison Luciole, qui sont des bâtiments qui se trouvent à proximité du CPH et du CPF, dans lesquels donc vous pouvez passer pour transiter avant ou après un parloir. Voilà, ça permet de voir des familles, ça permet de voir aussi des bénévoles qui sont là pour répondre à vos questions, ça permet de se soutenir dans ces moments-là qui sont pas simples, mais de toute façon vous le saviez mieux que moi, sortir d'un parloir c'est jamais la joie, donc voilà, c'est aussi un moment pour se soutenir et pour prendre soin de nous, de vous en tout cas, les uns les unes et les autres. Et puis, si jamais aussi vous êtes titulaire d'un permis de visite au CPH ou au CPF, que vous venez aussi pour un procès et que vous êtes domicilié hors d'Ille-et-Vilaine, vous pouvez accéder à la Maison Arc-en-Ciel, qui est un hébergement solidaire, où en gros vous pouvez dormir pour 12 € par chambre et par nuit, et c'est 1 € de plus par personne supplémentaire dans la chambre. En gros, à peu près. Voilà. Correction. Ouais, corrige-moi, je sais que je dis pas les bons chiffres, mais c'est une vieille plaquette. Oui, c'est pas non plus beaucoup différent. C'est en fait le vrai tarif, c'est 13 € la nuit, plus 2 € par accompagnant. Ok. C'est la crise. En tout cas, cet asso, c'est Brin de Soleil, et vous pouvez les contacter à l'adresse mail contact@brindesoleil-rennes.fr ou au 02 99 53 46 34. Au 02 99 53 46 34. Du coup, voilà, c'est fini pour les, comment on appelle ça, le rappel des contacts. C'était un long moment. J'espère que vous avez pu prendre des notes. Moi, je propose de laisser la parole à quelqu'un qui souhaiterait présenter un peu le point info dont on va parler, sur lequel vous avez bossé. Vas-y, je veux bien prendre la main. Donc, je fais un petit sommaire. D'abord, c'est Norman qui va nous faire une petite lecture sur la surpuissance des matons. Ensuite, on va parler d'une mort suspecte d'un prisonnier à Vezin, donc vraiment juste à côté. Ensuite, tu voudras nous parler de l'avocate Juliette Begelman, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que apparemment, ce qui se passe au E2 n'est pas très très légal. La nouvelle aile de détention, là, il va falloir qu'on en discute, et s'il y a des petites meufs qui souhaitent déposer plainte et voilà, et dire
dire s'indigner en fait contre le nouveau régime qui est apparemment, visiblement, selon Juliette, pas tout à fait légal. Et ben on attend. Vous pouvez contacter directement Juliette par courrier. Je rappelle plus exactement l'adresse, mais là je pourrais la retrouver assez facilement. Je l'ai dans mes contacts. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter nous ici à 94 degrés à l'ombre. On fera suivre à Juliette et voilà, il faut vraiment que cette administration pénitentiaire qui se permet un peu tout et n'importe quoi et en pensant que ça va passer. Non, désolé, si c'est pas légal, ça passera pas et il va y avoir des plaintes qui vont s'enchaîner. Juste, pardon, je coupe aussi. Juliette Begelman, c'est une avocate pénaliste que vous devez connaître quand même, je pense, en tout cas les femmes du E2, parce que je crois qu'elle est quand même pas mal présente. Mais pour les autres qui le savent pas, voilà, elle est avocate. Et est-ce qu'il y a une information à passer aussi à transmettre sur Juliette qui viendrait possiblement dans les studios ou pas? C'est ça. Alors elle sera. Tant qu'à faire, autant. Elle sera ici le dimanche 13 avril. Elle interviendra dans les studios de 94 degrés à l'ombre pour faire de l'information tout simplement sur les droits aux détenus par rapport aux procédures qui peuvent parfois être compliquées à comprendre et parfois même ignorer des détenus parce que quand vous connaissez pas vos droits et que vous ignorez en fait qu'il y a des textes qui sont écrits et qui ont été votés et que voilà les détenus ont ces textes-là pour eux pour se défendre. Mais bon, s'ils ne les connaissent pas, forcément, ça profite à l'administration pénitentiaire. Et donc, Juliette a très généreusement proposé de venir dans les studios afin de faire un éventail en fait des procédures qui méritent d'être mis en lumière pour que les détenus puissent se défendre correctement. Ok, merci pour les infos, on verra ça plus en profondeur dans le point dédié. Et la dernière information du sommaire, c'est par rapport à un incendie qui a eu lieu dans un centre éducatif renforcé dans le nord de la France, attendez, j'ai l'information, à Bain-Varchov. Et du coup, on en profitera pour parler un peu des centres d'accueil de mineurs et des prisons et des tôles des mineurs, avec un extrait de l'OIP et aussi un extrait d'un zine qui se nomme Fugue anti-mineurs à propos de la construction de prisons pour mineurs. Donc voilà, c'est tout pour le sommaire. Gaspard, tu voulais nous mettre un petit son, c'est ça, avant de commencer ? Yes, moi je proposais pour se mettre dans le bain du point info. D'ailleurs, il est 13h12. Très bon moment pour écouter ce son qui parle des keufs, qui parle des Robocop. C'est un son de Tedak que je vous invite à découvrir si jamais vous ne connaissez pas cette personne. Le son, c'est Une berceuse. Voilà, bonne écoute à tous et à tout à l'heure pour le point info. Plus les forces de l'ordre, quand on ne respecte plus un uniforme, quand on ne respecte plus les lois, toutes les lois, c'est-à-dire les civilités, ne serait-ce que les civilités, on tombe dans l'anarchie. Anarchie, chi de qui, chi de quoi? Anarchie sur le trottoir, tant pis pour Anna, c'est trop tard. Pas vu la chaise qui se profile, qui prospère et qui défile. Anarchie dans le bac à l'âge, tant pis pour le costard, lâche les singes. Ils sont fous, elles sont folles, c'est le zoo, c'est le chaos. Anna marche sur la tête, ses bras lui servent de mitraillette. Le ciel est vert, fou de colère, les singes se grattent, le temps se gâte, les robots chargent, ils deviennent barges, allument la télé, c'est le JT.
50% des Français font confiance aux forces de l'ordre. Comment vous expliquez ça ? Écoutez, moi je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui aime sa police. Simplement, elle ne le dit pas. Chut, ferme ta gueule, je t'aime beaucoup trop, je préfère être seule. Quand je te vois c'est l'amour fou, la folie gronde et brûle partout. Toi plus moi c'est un carnage, ton amour n'exprime que ta rage. Coup de pompe ou bien coup de matraque, laisse-moi vivre pour la prochaine claque. Je veux des enfants de toi, mi-machine, mi-humain, mi-rigide, mi-coquin. Un peu con mais très très sûr de soi. Tout lui sera permis bien sûr, casser des gueules, ôter des vies, violer des filles, faire de mariole. Puis sur la vie tout est permis. Il y a un moment où la police va charger, forcément, et s'ils restent présents en première ligne, eh ben faut se dire qu'ils prennent le risque et ils sont responsables, hein, ils en ont conscience, hein, de prendre un mauvais coup. Donc après, faut pas se plaindre, faut pas mettre ça sur le dos des autorités, de l'État. S'ils ont peur de se prendre un mauvais coup, ils n'ont pas envie que ça dégénère ou quoi, voilà, bah ils rentrent chez eux, voilà. Donc voilà, si vous avez peur de vous prendre des coups, les flics et les matons, rentrez chez vous. Et maintenant, nous allons poursuivre avec suite à en fait une histoire que j'ai vécue directement, qui s'est passée à la SAS de Meaux. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une SAS, c'est une structure d'accueil à la sortie qui est censée aider et voilà orienter. Pour que les détenus puissent bénéficier d'une sortie digne et voilà, mais en fait n'importe quoi les SAS, mais bon, c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui et je vais vous lire le texte. Je te coupe juste un petit peu avant que tu fasses ton texte, excuse-moi Norman. Je voulais juste dire bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent depuis les plateformes de podcast. Oui. Voilà. Comme on vient de rentrer dans le point info, cette partie-là, elle est rediffusée donc à toutes les personnes qui veulent aussi nous écouter en rediffusée sur les plateformes de podcast. Salut. Ouais, salut tout le monde. D'ailleurs, merci à toi Camille chaque semaine de nous préparer les podcasts. C'est vrai que c'est cool. Ouais. Cimer. Bon, alors, chronique d'un ancien détenu. L'ignominie orchestrée par l'administration pénitentiaire. Il y a des réalités que la société refuse de voir, des horreurs que l'on préfère ignorer pour ne pas avoir à affronter l'évidence d'un système gangréné par l'indifférence et le mépris. La prison est l'un de ces lieux où la dignité humaine est détruite avec une méthodologie froide et cruelle, où ceux qui détiennent le pouvoir d'agir se terrent dans leur incompétence et leur cynisme. Ce que j'ai vécu à la SAS de Meaux, je ne peux le garder sous silence. Ce que j'y ai vécu, je refuse de l'enfouir sous la chape de plomb de l'omerta carcérale. Car il y a une limite à l'ignominie. Une ligne rouge a été franchie trop de fois par une administration qui ne voit les détenus que comme une nuisance à contenir plutôt que comme des êtres humains, en droit d'être traités avec un minimum de respect. On nous vend la réinsertion comme un grand projet, une priorité affichée sur des panneaux répétés dans des discours creux. Mais la réalité est une farce sinistre. La SAS, une structure soi-disant dédiée à l'accompagnement des détenus vers une sortie digne, n'est qu'un trompe-l'œil. La réinsertion, un leurre. Une mise en scène grotesque où les acteurs principaux, les surveillants, préfèrent siroter leur café, échanger des blagues racistes, plutôt que d'assurer la mission que l'État leur confie. Comme les portes des cellules en journée sont ouvertes et que les détenus ont leur petite autonomie, ils se disent qu'ils peuvent passer la journée à ne rien foutre dans leur bureau. Et la nuit, la salle de garde doit être tellement reposante qu'ils préfèrent dormir que porter assistance à un détenu en souffrance. Des professionnels venus de l'extérieur pleins de bonne volonté et d'espoir ont tenté d'insuffler un peu d'humanité à cet enfer. Ils y ont cru, ils se sont investis. Je me rappelle de Françoise, cette psychologue du travail qui n'hésitait pas à travailler sur les dossiers d'aménagement de peine pour des passages en commission d'application des peines sur son temps personnel, à son domicile. Oui, cette femme était vraiment extraordinaire.
Mais face à l'immobilisme, face à l'indifférence glaçante de ceux qui devraient s'occuper des détenus, ils ont fini par abandonner. Beaucoup ont claqué la porte, écœurés par la vacuité de leur effort, révoltés par le sentiment d'être les pantins d'une mascarade institutionnelle. Ils sont partis avec, dans les yeux, la colère et la frustration de ceux qui veulent bien faire, mais à qui on refuse même jusqu'à l'espoir d'y parvenir. Et que dire de la gestion du quotidien détenu ? Que dire du sort réservé à ceux qui souffrent ? Ceux qui ont besoin d'aide, qui attendent un signe de considération de la part de ceux qui portent un uniforme. Il faut comprendre une chose essentielle. En prison, la souffrance n'est pas un accroc à la machine. Elle est la machine. Elle est le système bâti sur l'écrasement des individus. Prenons l'histoire de Bilal, un petit mec de mon unité. Comme tant d'autres, il n'avait rien demandé que d'être soigné. Une nuit de septembre 2024, des douleurs abdominales atroces le terrassent. Il tente d'alerter les surveillants via l'interphone d'urgence. La réponse ? Une promesse creuse. Un agent va passer. 1 heure d'agonie plus tard, un surveillant se présente enfin. Nonchalant, il jette un regard vide à travers le ton sur Bilal et, d'un ton dédaigneux, lui assène cette phrase. « Attends 7 heures du matin, l'infirmerie ouvrira. » C'est vrai que les surveillants ont tous dans leur bagage un doctorat en médecine générale. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont choisi d'épouser la carrière d'agent pénitentiaire. D'après son diagnostic, il n'était pas nécessaire d'appeler les pompiers ce soir-là, comme s'ils en savaient quelque chose. Parce que c'est bien connu, la douleur s'ajuste aux horaires de l'administration. Parce qu'apparemment, souffrir en prison n'est pas une urgence. Parce que la vie d'un détenu ne pèse pas lourd dans la balance de cette institution rouillée. Et ensuite, plus rien. Silence radio. Plus personne ne répond à Bilal. Bilal, se tordant de douleur dans l'ombre glaciale de sa cellule, n'a plus qu'une solution. Utiliser son propre téléphone portable en toute illégalité pour appeler les pompiers. Oui, vous avez bien lu. En France, dans une prison en 2024, un détenu doit appeler lui-même les secours, parce que ceux qui sont censés assurer sa sécurité l'ont abandonné. Imaginez un instant que ce soit votre frère, votre fils, votre ami. Imaginez son angoisse, sa douleur, son désespoir. Imaginez l'humiliation, l'abandon, la peur grandissante face à l'indifférence de ceux qui détiennent les clés. 20 minutes plus tard, une ambulance a sonné à la porte de la SAS de Meaux. Vous imaginez bien la surprise des surveillants à la vue de ce camion de pompiers qui demandait à entrer dans le sas du centre pénitentiaire. Et quelle ne fut pas leur stupeur lorsque les agents pénitentiaires ont appris qu'un détenu les avait appelés pour des douleurs abdominales atroces. Bilal a été effectivement transporté vers l'hôpital de Meaux où les médecins lui ont donné un traitement contre ces violentes douleurs. Le médecin lui a confié lors de l'entretien confidentiel qu'il trouvait le comportement de l'administration pénitentiaire dangereux et irresponsable. Heureusement, tout s'est bien terminé pour Bilal qui a réintégré quelques heures plus tard sa cellule de la SAS. Enfin, tout oui et non. À son retour, sa cellule avait été piétinée, pour ne pas dire éclatée, par des surveillants en quête du fameux téléphone portable qui avait été utilisé pour l'appel au 18. Lorsqu'il m'a raconté ça le lendemain, je lui ai demandé « Mais au fait, frérot, t'es pas trop vert pour ton Fontel ?» Il m'a répondu qu'un téléphone ne représente rien face à l'importance de la santé et de cette nuit où il a cru mourir en cellule. Combien sont morts dans l'oubli ? Combien ont été sacrifiés sur l'autel de l'indifférence carcérale ? Combien de Bilal agonisent encore dans le silence complice de l'administration pénitentiaire ? La prison, dans sa réalité brute, est une honte nationale. Elle n'est pas seulement un espace de privation de liberté. Elle est une fabrique à souffrance, un territoire de non-droit où la déshumanisation est la norme et l'abandon. Une politique institutionnelle, et tant que nous continuerons à détourner les yeux, à justifier l'injustifiable, à tolérer l'intolérable, nous serons tous complices. La révolte gronde, et elle est légitime. Voilà. Donc c'était un petit texte, voilà, pour tout simplement pour témoigner de ce que j'ai vécu à la SAS. Et encore, ça c'est une des nombreuses dingueries qui se sont déroulées là-bas. Je rappelle encore qu'il y a un détenu qui a été égorgé il y a quelques mois de ça. On ne sait pas encore vraiment ce qui s'est passé. Mais clairement, il y a clairement des choses très très suspectes. On pousse à la faute. Le fait que, et là, je parle que de la SAS de Meaux, hein, je parle pas des autres SAS que je connais pas, mais je sais qu'il y a une SAS à Nantes qui a complètement été carbonisée par les détenus, que tellement ils se sont révoltés parce qu'on leur vend tout à fait, quand on vient les chercher en détention entre guillemets classique,
on leur dit vous inquiétez pas, c'est la SAS, dans 4 mois vous êtes aménageable, c'est pour la réinsertion. Mais en fait, comme les portes elles sont ouvertes et que en fait ils ont leur petite autonomie. Et quand j'entends le discours politique, oui, il faut faire la guerre aux stupéfiants et au téléphone, mais qu'en fait l'administration pénitentiaire laisse entre guillemets ouvertement les téléphones et les stupéfiants circuler librement dans les prisons, tout simplement pour acheter une espèce de paix sociale et pour ne pas que ça soit la guerre en fait dans les unités de détention, et aussi pour que les surveillants puissent rien foutre à longueur de journée dans leur bureau. Moi je sais que quand j'étais à la SAS, à part le matin quand ils venaient rapporter le courrier à 10h, ils faisaient ça tournait, ils faisaient la gamelle à midi, on les revoyait pas jusqu'à 18h, ils fermaient et bastas. Donc en gros quand j'entends oui on est mal payé, mais vraiment quand t'es payé pour boire du café toute la journée, non, t'es pas mal payé mec. Donc voilà un peu mon ressenti. Bah merci en tout cas pour le texte que tu as écrit. Donc là tu parles justement de mort suspecte. Moi ça me fait tout de suite penser à ce qui s'est passé à la prison de Vezin début mars. Donc j'ai pas trop d'infos là-dessus, j'ai juste vu un article sur Actu-Rennes. Donc en fait début mars il y a eu un prisonnier au quartier d'isolement de la prison de Vezin qui a été retrouvé mort dans sa cellule. Donc l'administration pénitentiaire, elle évoque un suicide par pendaison, mais la famille n'y croit pas et elle a même retrouvé des traces de coups sur son corps. Donc là, on manque d'informations pour savoir ce qui s'est passé. Donc justement, on fait appel s'il y a des gens qui ont connaissance d'informations, on peut carrément relayer. Donc n'hésitez pas à nous dire. Oui, c'est ça. Il s'agit de l'affaire Kevin Boudou. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Kevin Boudou. Alors, si vous voulez plus de dates, en gros, il a été retrouvé mort le 1er mars, donc c'est il y a à peu près un peu plus d'un mois. Ouais. C'était à Vezin, donc c'est vraiment très local. Et en fait, un peu comme pour beaucoup de familles qui vont lutter pour faire justice et vérité, en tout cas pour demander la justice et à ce que justice et vérité soient faites sur ce décès-là, en fait, pour avoir toutes les infos, toute la compréhension aussi de ce qu'aurait pu se passer. Enfin, clairement, on voit que sa famille, elle lutte, en tout cas, le début de sa lutte se fait de la même manière que toutes les personnes qui luttent pour la justice et la vérité. En gros, il y a aussi, je crois, sa conjointe qui a dit qu'une semaine avant sa mort, Kevin, il expliquait qu'il rencontrait déjà des soucis avec un surveillant qui subissait de la maltraitance en cellule. Donc, il y a déjà des pistes, un peu pareil comme pour les autres familles de personnes qui ont subi des violences au mitard et qui se sont fait assassiner, etc. Typiquement, il y avait déjà comment on appelle ça, des antécédents avec un maton, en tout cas vraiment un maton qui avait l'air d'en vouloir à Kevin. Il a été au mitard aussi, donc ça veut dire qu'il était déjà catalogué, exactement, qu'il avait déjà subi aussi de la torture. Le mitard, c'est de la torture. La tôle, c'est de la torture de toute manière, mais le mitard, on le rappelle, en prison, on a 7 fois plus de chances. Il y a 7 fois plus de morts en prison que dans la société, et quand on pense au mitard, c'est 7 fois encore plus. Donc c'est effectivement inhumain et pas normal. Et au mitard, il avait qu'une seule gamelle par jour, un caleçon propre par semaine. On voit bien les conditions dans lesquelles il était foutu. Il a pu communiquer là-dessus, en espérant du coup que ça puisse aider la famille, en tout cas, à avoir plus d'informations et à avoir sur cette affaire. Pareil, sa cousine aussi, à Kevin Boudou, a dit qu'il subissait des humiliations. Donc effectivement, si vous avez envie de parler, si par n'importe quel moyen vous arrivez à rentrer en contact avec nous pour pouvoir transmettre des informations, n'hésitez pas. Je me rappelle plus comment s'appelait aussi cette personne-là, mais je sais que Maxime, il y a quelques années, était décédé à Vezin, et on avait réussi à avoir des informations de la part de son codétenu. Donc voilà, si jamais vous pouvez, si jamais vous voulez, n'hésitez pas à nous donner des infos. Ouais, moi je me rappelle, je sais plus si j'avais déjà évoqué ici dans 94, mais c'est vrai que déjà quand un surveillant te catalogue, comme on disait tout à l'heure, en fait t'es mort dans le film, parce que un surveillant va dire à son copain, ouais, vas-y, mets-lui la trique électrique, il m'a fait chier, truc. Donc il y a une espèce de collusion entre surveillants qui se font que, en fait, quand t'as un surveillant qui est contre toi et qui t'a pris en grippe, en fait, c'est quasiment tous ses copains, en fait, qui s'amusent, parce que clairement pour eux c'est un jeu, ils s'amusent, c'est du sadisme, c'est du cynisme, c'est de la violence gratuite.
Et voilà, parce que en fait ils sont entraînés aussi. Je trouve qu'il y a vraiment une manière qui est très organisée dans la torture et la violence qui se perpétue en tôle. Même au quartier disciplinaire, vous verrez au quartier disciplinaire là, c'est toujours des surveillants. Ils vont pas prendre les plus tendres, ils vont prendre les surveillants qui aiment la violence et qui aiment l'inhumanité à l'état pur. Donc c'est-à-dire que quand vous avez besoin de quelque chose, il vous dit non, pas parce que il peut pas parce que c'est pas pas parce que c'est contre le règlement, c'est parce que ça lui plaît de te dire non et te laisser en chien, toi. Et toi, tu t'énerves, ce qui est normal quand t'as besoin par exemple, de téléphoner à ta famille, parce qu'il faut savoir que quand t'es au quartier disciplinaire, il faut prendre rendez-vous, pour pouvoir aller sur la coursive, téléphoner à ta famille. Et ça, il te le refuse. Il te dit non. Et voilà, ou alors c'est quand il veut, c'est au moment où il veut. Pareil pour le tabac, si t'as du tabac en cellule, que tu t'es fait plier la veille et t'as besoin de récupérer des affaires personnelles, moi je sais que quand j'ai été au mitard là-bas, ils m'ont ramené tout, ils m'ont ramené le vêtement, mais par contre le tabac, ils m'ont dit non. Le tabac, en fait, ils m'ont dit il y avait pas, alors qu'il y avait du tabac. Je suis pas fou, je sais quand même où sont mes affaires. Mais en fait, ils disent non, on l'a pas trouvé. Alors que quand je suis revenu du quartier disciplinaire, le tabac était exactement à la place où j'avais indiqué. C'est juste voilà, et c'est de la méchanceté et de la vengeance personnelle ou c'est une violence hyper arbitraire. Ouais, voilà. C'est les matons et matonnes qui décident à quel moment elles veulent te mettre la misère et sur qui ils mettent la misère. Et pour moi, ça me permet aussi de faire écho à ce que tu disais juste avant sur le coup de on laisse circuler les gens, on laisse la drogue passer et je sais plus quoi. Bref, mais en gros, tu parlais de paix sociale justement, de on laissait les gens avoir du shit et des téléphones, voilà, pour acheter la paix sociale. Ça permet aussi, si tu encadres quelque chose d'illégal, enfin je sais pas comment dire ça, mais si tu laisses des gens avoir recours à des usages illégaux, genre avoir les téléphones et du shit en tôle, c'est ça. Et ça te permet de leur tomber dessus, de tomber sur qui tu veux. Tout à fait. C'est ça qu'on en parle. Et donc typiquement tu finis au mitard, en fait tu te fais fouiller ta cellule. Tout le monde sait que tout le monde a des téléphones en fait, mais si toi t'es dans le viseur d'un des matons, et tu te fais fouiller ta cellule, hop, on trouve forcément un téléphone ou du shit et tu finis au mitard. Et pareil, je rebondis aussi sur ce que tu disais avant. Tu dis que les matons se passent le mot et les matons sont aussi les matons s'entraident dans leur violence perpétuelle envers des détenus et des détenus qui elles auraient à l'œil. Moi ça me fait aussi penser à des détenus qui vont être un peu virulents, c'est pas le terme, des détenus juste qui vont faire chier un maton en particulier, qui vont possiblement se faire transférer, mais la réputation du détenu elle est suivie même après le transfert dans une autre prison. Bien sûr, t'as un dossier disciplinaire qui te suit, les matons discutent entre eux et demandent de faire suivre ces tortures et ces violences. Et non, pardon, je pointais l'heure en me demandant s'il fallait peut-être qu'on change de sujet, ce que je me dis qu'on pourrait aussi moi je pense qu'on a assez détaillé, mais aussi je voulais préciser aussi on peut parler du point suivant, du coup, tu voulais parler de Juliette. De Juliette, qui va venir le 13 avril. Le 13 avril, tout à fait, elle sera dans les studios pour faire de l'information sur les droits relatifs aux personnes qui sont incarcérées. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous les transmettre et on pourra y répondre à l'antenne. C'est vrai, parce que c'est pas toujours facile et évident de comprendre tous les protocoles qui sont instaurés par l'administration pénitentiaire. Des fois, ils en font exprès de compliquer le truc pour vous perdre et vous brouiller. Donc Juliette se fera un plaisir de venir dans les studios de 94 degrés à l'ombre pour faire un espèce de panel de toutes les procédures qui peuvent être utiles aux personnes incarcérées. Et faites passer le mot autour de vous, parce que peut-être que vous êtes des habitués de la radio, que vous n'avez pas l'impression d'avoir besoin ou envie de poser des questions à Juliette Begelman, mais en fait, faites passer le mot autour de vous, même s'il y a des gens qui ne sont pas des auditeuristes fréquents, réguliers. Si vous avez connaissance d'une collègue de votre unité qui galère, qui a besoin d'un recours, je sais pas quoi. Donc n'hésitez pas à en parler entre vous. Buvez le café entre vous si vous êtes encore en porte ouverte, bien sûr. Et ou en promenade, dans les lieux communs, parlez-en. Et transmettez-nous à nous directement ici à 94 ou directement à Juliette Begelman. Je sais que beaucoup de détenus ont son contact parce qu'elle est assez humaine et elle sait défendre au mieux les droits des personnes incarcérées. Donc du coup n'hésitez pas à faire passer le message et il faut que tout le monde puisse connaître ses droits tout simplement.
Ouais, carrément. Est-ce qu'on passerait pas au point suivant ? Chaud. Si, carrément, ouais. Alors, du coup, moi j'ai vu dans les infos que la nuit du 1er avril, il y a 2 mineurs de 14 et 17 ans qui ont enflammé une tôle pour enfants, donc plus précisément un centre éducatif renforcé, donc on appelle les CER, à Bain-Vachauve, c'est dans le nord de la France, aux alentours de 4h du matin. Et du coup, les dégâts, ça fait que ce centre sera fermé tout le mois de juin. Donc j'en profite pour je pense que ça peut être intéressant qu'on parle aussi de l'enfermement des mineurs parce que je trouve qu'on n'en parle pas trop dans l'émission. Moi j'ai envie de vous dire j'ai pas non plus félicité l'acte truc, mais quand même cramer un frein, franchement bravo. Ouais, c'est ça. Du coup j'ai un extrait de l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Ils ont fait une revue qui s'appelle Dedans dehors. Et le titre que je vais vous lire, c'est L'enfermement des mineurs, l'impasse. C'est un dossier de 30 pages. Donc, je vais pas lire les 30 pages. J'ai pris un petit extrait. C'est parti. 882 adolescents vivaient derrière les barreaux au 1er juillet dernier. Si l'on y ajoute le nombre de jeunes en centre éducatif fermé, ce sont plus de 1350 mineurs qui sont enfermés. Un nombre qui ne cesse d'augmenter. Chaque année, ce sont environ 3000 jeunes que l'on emprisonne. La plupart d'entre eux le sont avant même d'avoir été définitivement condamnés. Au 1er juillet, 80% des mineurs détenus avaient le statut de prévenus. Les 3/4 des adolescents incarcérés finissent dans le quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt. Là-bas, un seul avantage, entre guillemets, par rapport aux détenus majeurs. Chacun sa cellule, à quelques exceptions près. Pour le reste, le traitement est le même pour l'essentiel. Conditions matérielles indignes, climat de violence, vacuité du quotidien, enfermés 23 heures sur 24 dans 9 mètres carrés, attente interminable pour voir un médecin, un psychiatre. Et que dire de l'accès à l'éducation ? 25% des jeunes détenus ont moins de 6 heures de cours hebdomadaires, 70% moins de 11 heures de cours hebdomadaires. Dans les prisons d'Île-de-France, qui accueillent un quart des mineurs incarcérés en 2018, ils peuvent attendre 1 mois avant de voir leur premier professeur, alors que leur détention dure en moyenne 3 mois. Les établissements pénitentiaires pour mineurs, donc qu'on appelle EPM, sont des prisons spécialement créées pour la détention des adolescents, devaient remédier à tous ces maux et donner toute sa place à l'éducation et aux soins. Mais 17 ans après leur création, force est de constater que le sécuritaire l'emporte sur le reste. Surtout les quartiers mineurs qu'ils devaient remplacer sont toujours pleins. Et le nombre de jeunes incarcérés est à la hausse, sans qu'aucune corrélation ne puisse être établie avec l'évolution de la délinquance. En réalité, cette augmentation est surtout la conséquence du vent répressif qui souffle sur les mineurs depuis une vingtaine d'années. Les années 2000 ont en effet été marquées par une avalanche de lois sécuritaires, dont les jeunes, et plus encore ceux des quartiers populaires, ont été l'une des cibles privilégiées. Dès le début de la décennie, certains comportements spécifiques aux mineurs sont pénalisés. Parallèlement, les procédures s'accélèrent afin de gérer les flux et de sanctionner plus vite. Une loi de 2002 crée la procédure de jugement à délai rapproché qui deviendra la procédure de présentation immédiate, donc on l'appelle la PIM, ça c'était en 2007. C'est un dispositif calqué sur le modèle de la comparution immédiate applicable aux majeurs. Avec la PIM, le procureur peut décider de faire comparaître le mineur au tribunal pour enfants sans information préalable et dans un délai d'1 mois maximum. Sanctionner plus vite donc, mais aussi plus fort. Les possibilités de réponse pénale se durcissent, avec une tendance à donner une plus grande importance aux mesures de privation de liberté parmi la palette de mesures dont disposent les juges des enfants, relève un rapport parlementaire. En 2002, la loi Perben 1 crée non seulement les EPM, mais aussi les centres éducatifs fermés, les CEF, échelon intermédiaire entre le foyer classique et la prison. Donc voilà, c'était un petit texte un peu pour introduire. J'en profite un peu pour rappeler les différentes structures qui permettent d'accueillir entre guillemets les jeunes, donc les mineurs du moins. Donc c'est un peu dans l'ordre du moins répressif au plus répressif. Donc d'abord il y a les foyers éducatifs ouverts. Ensuite, c'est les CER, les centres éducatifs renforcés. Donc, c'est notamment un de ceux-là qui a été brûlé le 1er avril dernier. Ensuite, on a les centres éducatifs fermés
Et ensuite, c'est l'incarcération qui concerne presque 1000 mineurs en France. J'ai vu qu'il y en avait 6 en France, des centres comme ça. Et le plus près de chez nous, il est à Orvaux et il y a une 60aine de places là-bas. D'ailleurs, alors je sais pas comment ça se passe pour tous ces types d'établissements différents, mais pour les CER, c'est géré par des associations qui touchent des subventions de l'État. Comme par exemple le groupe SOS qui a déjà été affiché pour tout un tas de manquements. Ouais, je sais même pas comment on peut dire ça, mais qui sont aussi à la gestion de je sais pas si c'est des CRA, mais il y a des trucs de genre de tests osseux pour reconnaître les mineurs, pour détecter si les mineurs sont bien des mineurs ou pas, les mineurs exilés bien sûr. Et du coup voilà, donc c'est bien aussi de les afficher. Le groupe SOS, qui est vraiment un groupe merdique, si je puis me permettre, qui gère donc ces trucs-là. Sous couvert de économie sociale et solidaire, ça fait de la répression. Ouais, c'est ça. Donc voilà, faut les viser. De toute façon, on vous invite à vous renseigner aussi sur toute la gestion de ces institutions-là, quoi, de ces bâtiments-là, que ce soit les prisons, les CER et toutes les autres alternatives coercitives également. Enfin, il y en a qui se font des thunes, que ce soit Bouygues, que ce soit Sodexo, que ce soit Lafarge, etc., etc. Le fameux capitalisme pénitentiaire. Exactement. Et on vous renvoie à l'envolée, qu'en parle aussi très très bien. Et aussi l'Observatoire international des prisons qui font, c'est là-dessus qu'on a pris le test justement, mais qui font des super comptes rendus de ce qui se passe, des témoignages aussi. C'est vraiment super. Et puis, en fait, ce sujet-là de parler de la prison pour les mineurs, c'est hyper d'actualité parce que Gabriel Attal et Gérald Darmanin sont en pleine croisade en ce moment pour entre gros guillemets, bien évidemment, faciliter la justice des mineurs dans le sens où l'idée, c'est d'aller les envoyer au casse-pipe de plus en plus vite. On parle des comparutions immédiates, etc. Alors, j'ai pas tout analysé, mais voilà, clairement, c'est pas à l'avantage de notre société. mais voilà, si jamais en tout cas vous avez des questions là-dessus, si vous êtes moins à l'aise avec les textes aussi, moi je peux vous conseiller une chaîne YouTube féministe, anti-capitaliste, anti-patriarcale aussi évidemment, et anti-carcérale aussi. C'est Patriarcam le nom, voilà, c'est déjà dans le nom anti, et c'est banger de toute manière. Voilà, ça parle des nouvelles lois narcotrafic, ça parle de la carcéralisation de notre État, ça parle bien évidemment du coup de nouvelles lois qui répressives envers les mineurs, etc., de politique carcérale de manière générale, d'évolution des politiques carcérales aussi. C'est des formats plus ou moins courts, entre 5 minutes et 20 minutes. Et voilà, il y a les top, donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Antipatriarcam. Ok, super. Moi aussi, j'irai voir de mon côté. Peut-être, Elle, tu peux nous parler du texte. Du coup, à ce sujet, on avait un super zine qu'on a trouvé sur InfoKiosque qui s'appelle Fugue en 6 mineurs, à propos de la construction de prisons pour mineurs. Donc, c'est un texte qui a été publié en février 2006 sur Indie Media Nantes. Donc, c'est un site militant que je vous invite à aller regarder. C'est un texte qui a été écrit à l'occasion d'une occupation de chantier de construction de la nouvelle prison pour mineurs à Orvaux, en banlieue nantaise. Cette prison pour mineurs est entrée en fonctionnement en septembre 2008 et elle est encore en activité aujourd'hui. Ouais, c'est celle que je parlais juste avant. C'est la prison pour mineurs qui est la plus proche de chez nous et il y a une 60aine de places du coup. Voilà. Et du coup, cette partie s'appelle « L'éducation comme outil d'intériorisation des normes du système en place ». On peut constater des allers-retours permanents entre répression et éducation. Mais ne devons-nous pas interroger plus précisément cette notion d'éducation ? Lorsque l'on parle d'éducation aujourd'hui, il s'agit avant tout de conformer les individus à ce qu'on attend d'eux. Obéir aux règles qu'on leur pose sans qu'ils ne le remettent trop en cause. Se préparer non pas, comme on veut nous le faire croire, à devenir autonome et critique, mais à devenir productif et utile à la société. À savoir se vendre et se satisfaire de sa condition. De nombreuses pédagogies ont tenté et tentent de sortir de ce schéma. Mais dans l'ensemble, ce qui se passe au niveau de l'école, de la famille et des autres espaces éducatifs s'inscrit dans une logique générale. La surabondance de règles qui quadrillent tous les domaines de la vie constitue un cadre qui vise à nous faire intérioriser des modes de vie spécifiques. Le salariat dans toutes ses déclinaisons, l'individualisme, la consommation. Ces modes de vie spécifiques auto-alimentent l'ordre idéologique et économique actuel, qui n'engraisse certains et en détrousse d'autres.
On vise à assurer la stabilité du régime et sa reproduction, non plus seulement par la force, mais par la mise en place d'une autorégulation citoyenne et par la croyance que ce système est indépassable. Dans ce sens, un ensemble d'institutions a été utilisé et ou mis en place pour éduquer des citoyens. La famille, l'école avec son internat, la religion, la caserne, le salariat. Ces dernières institutions se constituent en relais de la famille, premier lieu de socialisation et de transmission des valeurs morales dont a besoin l'ordre établi pour se perpétuer. D'une part, on y apprend la discipline et l'obéissance par les premières relations hiérarchiques entre et avec les parents. Dans le même temps, on y intègre, sous la pression des pairs, les comportements adéquats à la vie en société, le travail, la consommation, la raison. Aujourd'hui plus que jamais, l'État intensifie son contrôle sur ce que doit être l'éducation familiale. Et lorsque la famille a été rendue défaillante, précarisation, stigmatisation, des institutions spécialisées prennent en charge les enfants pour pallier à cette carence dans l'éducation, au cas où un individu échapperait par chance au conditionnement recherché. Les récents projets d'EPM, établissement pénitentiaire pour mineurs, sont les derniers outils d'éducation-intégration. Parce que la famille et autres institutions échouent encore parfois à faire intérioriser la discipline et les normes sociales. Les instances répressives sont encore nécessaires au maintien de l'ordre établi, pour les adultes comme pour les enfants. La psychiatrie et la prison sont en cela. À l'expression d'une colère, d'une nid d'adaptation au système dans lequel nous vivons, on répond hospitalisation et enfermement. En effet, la psychiatrie s'est posée, ces dernières années, comme un pilier répressif. En 10 ans, le nombre d'hospitalisations d'office, ou à la demande d'un tiers, a augmenté de 86%. Tout écart à la norme relève désormais du domaine de la maladie, et ce, dès le plus jeune âge. La psychiatrie joue entre deux types d'enfermement. L'enfermement physique et ou la camisole chimique, prenant en charge des personnes en réelle difficulté psychique, mais aussi qui simplement dérangent. La pilule de l'obéissance, comme la Ritaline, dont les ventes ont explosé ces dernières années, en particulier pour faciliter la scolarisation, en est une illustration parfaite. Cela mène ainsi de plus en plus de personnes à perdre le droit et la capacité à décider de leur propre existence. Pour les proches, cela traduit aussi un abaissement du seuil du surportable et un manque d'espace communautaire, en capacité de prendre en charge et de soulager les difficultés de la personne en dehors des institutions. La prison, y compris les EPM, les établissements pénitentiaires pour mineurs, est le second pilier de cette répression. De nouveaux délits apparaissent, des délits deviennent des crimes. Les peines sont de plus en plus importantes, en termes de prononcé, de la peine comme d'exécution. Et il faut construire de nouvelles places de prison, opération qui constitue une merveilleuse manne financière. La prison est une instance qui sert à faire peur. Cette institution a aussi et surtout pour but de soumettre de force les corps et les esprits à un degré toujours plus élevé. C'est ce qu'on appelle donner l'exemple. Il s'agit de devenir adulte. Entendons être adulte comme être ayant acquis normes et disciplines. La composition de la population carcérale ne doit rien au hasard. On ne se soumet pas aisément à un système qui humilie et qui rabaisse, qui ne laisse que très peu de perspectives. Merci beaucoup pour ton texte. Pour le coup, moi ça me fout. C'est bouleversant. Ouais, c'est ça, c'est bouleversant. En fait, on parle vraiment de comment on traite les mineurs dans déjà traiter les adultes de la sorte, déjà c'est tu vois, mettre un adulte en prison, c'est déjà horrible, c'est déjà inhumain, mais alors un enfant, je veux dire, moi ça me dépasse. Et carrément, dans les deux cas, de toute manière, je trouve ça très inhumain, mais ce que je voulais souligner par là, c'est le côté où en fait c'est aussi beaucoup des mineurs qui sont à la charge de l'État. C'est des mineurs qui sont suivis par l'ASE pour certains et certaines d'entre elles, où l'État est 100% responsable en fait aussi de ce qui leur arrive et de la manière dont aussi l'État souhaite répondre aux problèmes de notre société. Du coup, par plus d'incarcération des mineurs. Je trouve que ça montre vraiment ça fait vraiment un état des lieux de où est-ce qu'on en est aussi dans le fascisme dans notre pays. Et là, ça va plus. Je trouve que c'est plus une analyse philosophique que vraiment scientifique, ce que je peux dire. Donc, je sais pas exactement quel poids ça a, mais moi, c'est ce que ça m'évoque en tout cas quand je vous le partage. Et même faire le lien entre un quart des jeunes qui sont à l'ASE, ils finissent à la rue. Le nombre de gens qui sont à la rue qui finissent aussi en tôle, en fait, le lien il est fait. La boucle pour moi, elle est aussi vachement là-dedans. Et on voit bien que le système il s'entretient tout seul, quoi. C'est parfait en fait. Donc voilà, un peu les boules. Faut qu'on se renseigne, faut qu'on regarde ce qui se passe, faut qu'on regarde ce qui se passe dans les prisons pour mineurs, faut qu'on voit comment on traite toutes ces problématiques là. C'est hallucinant. Ouais, tout ce que tu dis, l'OIP le met vraiment bien en valeur aussi, et on le voit notamment dans le
le budget de l'État, que l'État met beaucoup plus d'argent dans les centres éducatifs fermés et dans les prisons, au détriment des foyers éducatifs ouverts qui sont déjà moins liberticides. Mais moi j'ai remarqué aussi, parce que moi j'ai quand même pas mal d'années au compteur, et au lieu d'avoir un système carcéral qui évolue et s'améliore, on est dans un schéma inverse en fait. On avait un truc déjà, c'était pas non plus fameux, mais en fait de pas fameux, chaque année on dégringole et on en arrive à des conditions de détention absolument inadmissibles en 2025. Donc voilà, c'était un peu mon analyse. C'est vrai que c'est pas admettable. Et il faut que ça s'arrête, il faut que ça se stoppe et que les choses évoluent. Bon, les points infos sont un peu forts de toute manière assez régulièrement. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi si vous estimez que c'est trop lourd comme sujet ou que vous souhaiteriez qu'à la fin on essaie de se trouver aussi d'autres trucs peut-être plus entre guillemets plus positifs à aborder, même si c'est aussi très bien de mettre les mains dans la merde et d'assumer de regarder aussi. Oui, parce que sinon le monde dans lequel on vit, quoi. Parce que sinon en fait si on met pas les mains dans la merde comme tu dis, les choses elles ne changent pas. Et en fait elles stagnent ou elles empirent. Mais voilà, dénoncer les choses aussi, ça permet de mettre les choses en lumière et que les gens puissent avoir conscience de ce qui se passe au sein des murs. Et voilà, une espèce d'éclairage en fait, loin de toute la manipulation qu'on peut entendre dans les médias et sur le web et voilà. Donc voilà, si jamais, pareil, vous avez envie de participer à ces réflexions-là, vous voulez partager votre ressenti face à ce qu'on peut vous dire, n'hésitez pas. Voilà. Mais je voulais juste revenir sur un truc qu'on a abordé tout à l'heure où on avait reçu une dédicace Enfin non, pardon. Tu voulais faire une dédicace, je Oui, crois, parce Norman, qu'en fait j'étais un peu parti là dans la technique tout à l'heure là, c'est très passionnant mais très très angoissant aussi. Donc du coup, j'ai complètement oublié une petite dédicace personnelle que je voulais aussi associer Letty Kali qui est à l'écoute sûrement là. Et voilà, c'était une petite dédicace à l'intention des Sœurs Soleil, Mana Island et aussi Moana, qui sont d'origine polynésienne. T'as noté le son ? J'ai noté le son, j'ai le son. Voilà. Je viens de me rendre compte par contre que j'ai squeezé un des points info. J'ai cru qu'on avait fini le point info, mais. Ah bon. Non mais c'est pas. Enfin, je pense qu'on peut faire une petite coupure, passer un petit son. On est bien en plus au niveau timing là. Pour finir avec les dédicaces. Ouais. Est-ce que voilà, c'était juste un petit son à l'intention de Mana, Land et Anastasia. Et voilà, Moana, pardon. Et du coup, je suis un peu fatigué cette semaine, excusez-moi. Et voilà, juste ambiancez-vous les filles, mettez le son à fond, et c'est le Fénois qui débarque dans votre cellule. Oh, but the Kiora! Oh, but the Kiora! Awaya, tukuya, tutuya,
Voilà, c'était Awe Fapaku à l'intention des Sœurs Soleil et de Mohana. J'espère que vous avez kiffé et nous allons poursuivre la fin de l'émission. Bah oui, du coup, on n'a pas trop le temps de faire le dernier point, on le fera plutôt la prochaine fois. C'était un petit texte que tu voulais nous lire, Norman. Ah non, moi c'était... on fera ça plus tard. Il faut pas abuser des bonnes choses quand même. Mais nous allons, je pense, passer un petit son de clôture. Peut-être avant de passer le son de clôture, on peut se dire au revoir. Oh, déjà, on peut oui. se dire à la semaine prochaine. Et super émission, encore désolé pour les petits problèmes techniques, on apprend mais on sera meilleur la prochaine fois. Déjà on a réussi à prendre l'antenne, on a réussi déjà à démarrer l'émission, c'est déjà une grosse victoire. Ouais, merci à toi Gaz d'avoir volé à notre secours. Non, pas de souci, j'aurais bien aimé voler plus tôt. mais c'était cool. Mais pour expliquer, c'était la première fois que je touchais vraiment la console. Tu touchais la console, c'est ça, la technique. J'avais vu, tu m'avais montré une fois, tu m'avais montré en 2 spi une fois une après-midi et c'était un peu les bribes de ce qui que j'avais retenu. On voulait parler peut-être de la prochaine manif aussi qui arrive le 12. Du coup le son qu'on voulait mettre c'est jour de manif et j'en profite pour parler de la prochaine manif qui sera le 12 peut-être. Elle, tu peux nous en dire plus, c'est sur quoi la manif? C'est une manifestive, donc c'est une manifestation des teufs heureuses pour une fête libre et antifasciste, donc n'hésitez pas à vous y rendre contre la répression notamment à Rennes et partout pour la fête, mais pour la répression en général en fait. Et donc ça sera à 14h je crois à Charles de Gaulle, n'hésitez pas à vous y rendre. Il y aura sans doute un cortège de tête un peu plus vénère, un peu plus revendicatif et plein de super sons, donc venez et on s'y voit. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain et on vous laisse sur la musique. Bah ouais, carrément. La musique, c'est donc Jour de manif de Yuri. Voilà, ça donne de la force, c'est positif. Parce que quand on est en colère, c'est cool aussi de trouver différents moyens de lutter. Bien évidemment, il n'y a pas que la manif, chacun fait comme il le peut, mais la manif est un moyen de lutter. Big up à l'intention du CPF, du CPH. Bon dimanche à tous, les petits loups, et puis petit son à base de papapapao. Exactement. Des bisous, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Et crève la tôle. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons.